Un soir, mon propre fils m'a enfermé dans le sous-sol de la maison où j'ai vécu toute ma vie. La maison que mon mari et moi avons protégée pendant plus de 40 ans. La maison où j'ai élevé cet enfant. Ce soir-là, j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Pas de la colère, mais une froideur qui m'a fait comprendre une chose terrible. Mon fils ne voulait plus de nous. Il voulait seulement la maison. Mais ce qu'il ignorait, c'est que derrière les murs de ce sous-sol se cachait un secret vieux de 40 ans. Un secret capable de détruire tout ce qu'il pensait posséder. Je vis dans cette maison depuis plus de 40 ans. Quand je ferme les yeux, je peux encore me souvenir du premier jour où j'ai franchi son seuil. À l'époque, j'étais jeune, pleine d'espoir, et le monde me semblait immense. La maison venait d'être terminée. C'est le père de mon mari qui l'avait construite de ses propres mains, pierre après pierre, avec une patience presque sacrée. Il disait toujours que ce ne serait pas simplement une maison, mais un refuge pour toute la famille. Un endroit où les générations se succéderaient, où les enfants apprendraient à marcher dans le jardin et où les vieux arbres écouteraient les rires et les secrets des années. Au début, je ne comprenais pas toute la profondeur de ces paroles. Pour moi, c'était simplement une belle maison à la campagne, entourée d'un grand jardin et d'anciens pommiers qui fleurissaient au printemps comme des nuages blancs. Avec le temps, pourtant, cette maison est devenue bien plus qu'un toit au-dessus de ma tête. Elle est devenue une partie de moi. Chaque pièce garde un souvenir, chaque mur semble porter l'écho d'une vie entière. Dans la cuisine, je peux encore entendre le bruit des casseroles et le rire de mon fils quand il était petit et qu'il montait sur un tabouret pour m'aider à couper les légumes. Dans le salon, il y a le vieux fauteuil de mon beau-père, celui où il lisait le journal chaque soir en silence. Et dans le jardin se trouvent les traces de toutes les saisons de notre vie. Les premiers pas de mon fils, les anniversaires d'été, les longues soirées où nous restions dehors jusqu'à ce que les étoiles apparaissent. Je pensais toujours que cette maison serait le dernier endroit où je fermerais les yeux un jour, entouré de souvenirs et de paix. Pour moi, elle n'était pas simplement une propriété. Elle était le cœur de toute ma vie. Tout a commencé à changer après la maladie de mon mari. Valérien avait toujours été un homme fort. Pendant des années, il s'occupait du jardin, réparait tout dans la maison, et se levait avant le lever du soleil comme si le monde entier dépendait de lui. Mais un matin, son corps a cessé de lui obéir. L'attaque est arrivée soudainement. Après cela, il n'était plus le même. Ses mouvements sont devenus lents, sa voix plus faible, et parfois son regard semblait se perdre quelque part au loin. C'est à ce moment-là que notre fils est venu nous voir. Nicolas est arrivé avec sa femme, Élise. Ils se tenaient dans l'embrasure de la porte avec des visages pleins de gravité et de bonnes intentions. Nicolas a posé sa main sur mon épaule et m'a dit d'une voix douce. « Maman, vous ne pouvez pas rester seule dans cet état. Nous allons venir vivre ici pour vous aider. » Élise a hoché la tête avec un sourire compatissant. Elle parlait doucement, presque avec tendresse. Elle disait que la famille devait rester unie dans les moments difficiles. À cet instant-là, j'ai ressenti un profond soulagement. Je pensais que mon fils revenait simplement à la maison. Que la maison redevenait ce qu'elle avait toujours été, un refuge pour la famille. Quelques semaines plus tard, leurs affaires remplissaient déjà l'étage. Les valises, les cartons, les nouveaux meubles. La maison, autrefois silencieuse, s'est soudain remplie de voix, de pas et de bruit. Au début, je croyais que cette nouvelle présence apporterait de la chaleur et de la vie dans les murs fatigués de notre vieille maison. Je pensais que c'était le début d'un nouveau chapitre pour notre famille. Je ne savais pas encore que c'était aussi le début de quelque chose de beaucoup plus sombre. Au début, je ne remarquais rien de particulier. La maison était simplement plus animée qu'avant. Les pas résonnaient plus souvent dans l'escalier, les portes s'ouvraient et se fermaient, et la cuisine ne restait plus silencieuse comme autrefois. Mais avec le temps, quelque chose a commencé à changer. Ce n'était pas un changement brusque. C'était plutôt une sensation étrange, comme si l'air de la maison devenait peu à peu plus froid, plus lourd. Élise a été la première à modifier les choses. Un matin, je suis entrée dans le salon et j'ai vu que le vieux fauteuil de mon beau-père avait disparu de sa place habituelle près de la fenêtre. À sa place se trouvait une chaise moderne en métal et en cuir blanc. Quand j'ai demandé où était passé le fauteuil, elle m'a répondu avec un sourire tranquille. Je l'ai mis dans le coin. Il ne correspond plus vraiment au style de la pièce. Je n'ai rien dit. Mais en passant près du mur, j'ai vu le fauteuil repousser dans l'ombre, comme un objet inutile dont on ne sait plus quoi faire. Puis Nicolas a commencé lui aussi à changer certaines choses. Il parlait souvent de réparation, de travaux, de nouvelles idées pour la maison. Parfois il marchait dans les pièces avec les mains dans les poches,
regardant les murs comme un homme qui inspecte une propriété. Ici on pourrait ouvrir le mur, et là on ferait une grande pièce moderne, disait-il un soir en observant la salle à manger. Au début je pensais qu'il parlait simplement de projets pour améliorer la maison. Mais peu à peu, sa manière de parler a changé. Il ne disait plus « votre maison » ou « la maison ». Il disait « notre maison ». Et parfois même « ma maison ». Chaque fois que j'entendais ces mots, quelque chose en moi se serrait légèrement, comme un pressentiment silencieux. Je ne disais rien. Mais je sentais que, lentement, presque imperceptiblement, la maison où j'avais vécu toute ma vie cessait d'être la mienne. Avec le temps, les remarques d'Élise sont devenues de plus en plus fréquentes. Au début, c'était de petites phrases dites presque en passant, comme si elles n'avaient aucune importance. Mais chaque mot semblait laisser une trace dans l'air, comme une égratignure invisible sur les murs de la maison. Un matin, alors que je préparais la soupe dans la cuisine, elle est entrée en regardant autour d'elle avec un air critique. « Cette cuisine est vraiment très ancienne », a-t-elle dit en passant sa main sur le plan de travail. « On pourrait tout refaire. Mettre des meubles modernes, une grande plaque noire, des lumières intégrées. » Je continuais simplement à remuer la soupe. Elle s'est approchée de la fenêtre et a regardé les vieux rideaux que j'avais cousus moi-même il y a plus de 20 ans. « Franchement, tout ça fait un peu vieillot », a-t-elle ajouté avec un petit sourire. Elle parlait souvent comme si la maison était un projet qu'elle devait corriger. Un autre jour, elle s'est arrêtée devant les étagères de la bibliothèque où mon beau-père avait rangé ses livres pendant toute sa vie. « Tous ces vieux livres prennent tellement de place », a-t-elle soupiré. « Personne ne lit ça aujourd'hui. On pourrait les enlever et faire un espace plus ouvert. » Chaque fois qu'elle parlait ainsi, j'avais l'impression qu'elle ne voyait pas les souvenirs qui vivaient dans ces objets. Pour elle, ce n'était que des choses anciennes. Pour moi, c'était toute une vie. Mais ce qui me troublait le plus, ce n'était pas seulement ses critiques. C'était la façon dont Nicolas restait silencieux à côté d'elle, comme s'il était déjà d'accord avec chaque changement qu'elle imaginait. Peu à peu, Nicolas lui aussi a commencé à parler de la maison d'une manière différente. Au début, ce n'était que des remarques vagues, presque anodines. Un soir, alors que nous étions assis autour de la table après le dîner, il a regardé autour de lui avec un air pensif et a dit « Cette maison a beaucoup de valeur maintenant, le terrain aussi. » Je n'ai rien répondu. Je pensais qu'il parlait simplement du marché immobilier, comme le font souvent les gens aujourd'hui. Mais les jours suivants, ce genre de conversation est revenu de plus en plus souvent. Parfois il parlait des papiers de la maison. Parfois des questions d'héritage. Parfois des problèmes administratifs qui pourraient surgir plus tard. « Vous savez, » disait-il en buvant son café, « il vaut mieux régler certaines choses à l'avance. Sinon après, ça devient compliqué. » Élise hochait toujours la tête à côté de lui, comme si ses paroles étaient parfaitement raisonnables. Une autre fois, il a évoqué les impôts, les documents, les successions. Quand une maison reste trop longtemps sans être officiellement transmise, il peut y avoir des problèmes, expliquait-il avec un ton presque professionnel. Je l'écoutais en silence. Chaque fois qu'il parlait ainsi, j'avais l'impression que la maison n'était plus un foyer dans ses yeux, mais simplement quelque chose qui devait être réglé, organisé, transmis. Comme si, quelque part dans son esprit, l'avenir de cette maison était déjà décidé. Et peu à peu, j'ai compris que ces conversations n'étaient pas seulement des réflexions. Elles étaient une préparation. Au fil des semaines, quelque chose a changé entre Nicolas et moi. Ce n'était pas une dispute ouverte, ni des mots durs prononcés à voix haute. C'était quelque chose de plus subtil, plus silencieux. Une distance. Je la ressentais dans les petits détails du quotidien. Dans la façon dont il me regardait parfois, comme s'il me voyait soudain comme une étrangère dans la maison où je l'avais élevé. Autrefois, Nicolas me parlait de tout. De son travail, de ses projets, même de ses petites inquiétudes. Il s'asseyait souvent à la table de la cuisine tard le soir, et nous restions là à discuter longtemps pendant que je buvais du thé. Mais maintenant, ces moments avaient disparu. Les conversations étaient devenues brèves, presque formelles. « Bonjour, maman. Tu as besoin de quelque chose ? Je rentre tard ce soir. » Des phrases courtes, sans chaleur. Parfois je le voyais discuter avec Élise à voix basse dans le salon. Quand j'entrais dans la pièce, il se taisait aussitôt. Ils échangeaient alors un regard rapide, presque imperceptible. Un regard qui me faisait comprendre que la conversation ne me concernait pas. Un soir, j'ai observé Nicolas pendant qu'il marchait dans le jardin. Il regardait la maison,
Les fenêtres, le toit, les murs anciens. Il ne la regardait pas comme quelqu'un qui admire l'endroit où il a grandi. Il la regardait comme un homme qui évalue quelque chose. À cet instant précis, j'ai senti une froide certitude naître en moi. Mon fils était toujours là, dans cette maison. Mais d'une certaine manière, il n'était déjà plus le même. Un jour, tout est devenu clair. Nous étions assis autour de la table pour le déjeuner. Rien de particulier ne distinguait ce moment des autres jours. La lumière de l'après-midi entrait doucement par la fenêtre de la cuisine, et l'odeur du bouillon chaud remplissait la pièce. Valérien mangeait lentement, comme toujours depuis sa maladie. Élise regardait quelque chose sur son téléphone, et Nicolas semblait étrangement calme. Puis, au milieu du silence ordinaire du repas, il a posé sa cuillère et a levé les yeux vers moi. « Maman, il faudrait qu'on parle de quelque chose d'important. » Sa voix était posée, presque douce. Je me suis arrêtée un instant, la main encore posée sur la table. De quoi s'agit-il ? Il a croisé les mains devant lui, comme quelqu'un qui s'apprête à expliquer une décision parfaitement raisonnable. La maison, a-t-il dit simplement. Élise a relevé la tête et a observé la conversation avec une attention silencieuse. Nicolas a continué, toujours avec ce ton calme qui donnait l'impression que tout cela était déjà décidé depuis longtemps. Tu sais bien que tôt ou tard la maison me reviendra. C'est normal. Je suis ton fils, et c'est la maison de la famille. Il a fait une courte pause avant d'ajouter. Alors je pensais qu'il serait plus simple de régler ça maintenant, officiellement. On pourrait mettre la maison à mon nom. Juste pour éviter des complications plus tard. Les mots sont restés suspendus dans l'air de la cuisine. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je regardais simplement mon fils. Et pour la première fois, j'ai compris que toutes les conversations des dernières semaines menaient exactement à ce moment. Je n'avais même pas encore répondu que Élise est intervenue doucement dans la conversation. Elle a posé son téléphone sur la table et s'est légèrement penchée en avant, comme quelqu'un qui veut expliquer quelque chose de parfaitement raisonnable. Bien sûr, ce n'est qu'une formalité, a-t-elle dit avec un sourire calme. Sa voix était douce, presque rassurante, comme si elle parlait à une personne qu'il ne fallait surtout pas inquiéter. Aujourd'hui, tout est compliqué avec les papiers, a-t-elle continué. Les héritages, les démarches administratives, les impôts, tout ça peut devenir un vrai problème si on ne s'en occupe pas à temps. Elle a jeté un regard rapide à Nicolas, qui hochait la tête en silence. Si la maison est déjà au nom de Nicolas, a-t-elle ajouté, tout sera beaucoup plus simple pour l'avenir. Elle parlait avec assurance, comme si la décision était évidente, presque logique. Et puis, a-t-elle poursuivi, ça ne change rien pour vous. Vous continuerez à vivre ici, bien sûr. C'est toujours votre maison. Ces paroles étaient soigneusement choisies. Chaque phrase semblait faite pour apaiser, pour rendre l'idée naturelle, presque banale. Mais quelque chose dans son regard me troublait. Ce n'était pas de l'inquiétude pour notre avenir. C'était autre chose. Quelque chose de froid. Comme si, derrière ces mots polis et ces explications raisonnables, une décision avait déjà été prise depuis longtemps. Je suis restée silencieuse quelques secondes. Le bruit de l'horloge dans le salon semblait soudain beaucoup plus fort qu'avant. Chaque tic-tac résonnait dans la cuisine comme un rappel du temps qui passait. Je regardais mon fils. Puis j'ai regardé Élise. Leur visage était calme, presque confiant, comme s'ils attendaient simplement que je confirme une décision déjà évidente. J'ai posé lentement ma cuillère sur la table. Non, ai-je dit doucement. Le mot est sorti sans colère, sans agitation. Juste une réponse simple. Pendant un instant, personne n'a bougé. Nicolas a froncé légèrement les sourcils, comme s'il n'était pas certain d'avoir bien entendu. Je me suis redressée un peu sur ma chaise et j'ai ajouté calmement. Cette maison appartient à ton père et à moi. Elle restera ainsi tant que nous serons en vie. Ma voix était tranquille, mais ferme. Je ne criais pas. Je ne me justifiais pas. Je disais simplement la vérité. Élise a échangé un regard rapide avec Nicolas. Je pouvais presque voir la tension apparaître dans leurs yeux. À cet instant, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas encore voulu admettre jusque-là. Cette demande n'était pas une simple formalité administrative. Et mon refus venait de faire tomber le premier masque. Pendant quelques secondes après ma réponse, la cuisine est restée silencieuse. Mais ce silence n'était plus paisible. Il était lourd, tendu, presque coupant. Nicolas me regardait comme s'il essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Puis quelque chose dans son visage a changé.
La douceur qui était dans sa voix quelques minutes plus tôt a disparu. Ses sourcils se sont froncés, et son regard est devenu dur. Comment ça, non? A-t-il dit brusquement. Le ton de sa voix n'avait plus rien de calme. Il s'est redressé sur sa chaise et a posé ses mains sur la table avec un mouvement sec. Maman, je ne comprends pas pourquoi tu compliques les choses, a-t-il ajouté, cette fois avec une irritation évidente. Chaque mot semblait plus froid que le précédent. On parle juste de régler une situation normale. Toutes les familles font ça. Il s'est penché légèrement en avant, ses yeux fixés sur moi. Après tout ce que je fais pour vous, tu pourrais au moins me faire confiance. Ces paroles n'étaient plus une proposition. Elles ressemblaient déjà à un reproche. Je l'observais en silence. Et à cet instant précis, j'ai vu apparaître sur son visage quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Ce n'était plus le regard de mon fils. C'était le regard d'un homme qui venait de se heurter à un obstacle. Et qui n'aimait pas ça du tout. Nicolas a laissé échapper un petit rire nerveux, mais ce rire ne contenait aucune chaleur. Il a secoué la tête, comme si mon refus était une absurdité qu'il ne pouvait tout simplement pas comprendre. De toute façon, cette maison me reviendra un jour, a-t-il dit avec une froide assurance. Ces mots sont tombés lourdement dans la pièce. Il parlait maintenant comme quelqu'un qui énonce une évidence. Je suis ton fils, a-t-il poursuivi. C'est normal que ce soit moi qui hérite. Il s'est levé de sa chaise et a commencé à marcher lentement dans la cuisine, les mains dans les poches, comme s'il essayait de contrôler sa colère. Et puis, soyons honnêtes, a-t-il ajouté en se tournant vers moi. Depuis des années, je fais des sacrifices pour vous. Son regard est devenu plus dur. J'ai laissé mon appartement en ville pour venir vivre ici. J'ai changé toute ma vie pour m'occuper de vous et de papa. Élise restait silencieuse à côté de lui, mais je voyais bien qu'elle approuvait chaque parole. Nicolas s'est arrêté devant la table et m'a regardé droit dans les yeux. Tu devrais au moins reconnaître ça, a-t-il dit avec amertume. Je l'écoutais sans bouger. Ses paroles semblaient transformer peu à peu toute notre histoire. Les années d'amour, les sacrifices, la famille. Tout cela devenait, dans sa bouche, une sorte de dette que je devais lui rembourser. Je l'écoutais sans répondre. Je regardais simplement mon fils. Mais plus il parlait, plus quelque chose en moi se figeait lentement. Ses mots n'étaient pas seulement remplis de colère. Il y avait autre chose dans son regard. Quelque chose que je ne reconnaissais pas. Autrefois, quand Nicolas était en colère, je pouvais toujours voir derrière cette colère une émotion familière. De la frustration, de la fatigue, parfois même de la tristesse. Mais cette fois, c'était différent. Ses yeux étaient durs. Freud's. Il me regardait comme on regarde quelqu'un qui empêche d'obtenir ce qu'on veut. Pendant un instant, j'ai essayé de retrouver dans ce visage celui du petit garçon qui courait dans le jardin avec les mains pleines de terre et qui venait me montrer fièrement les pommes qu'il avait cueillies. Mais ce garçon n'était plus là. À sa place se tenait un homme dont le regard ne contenait plus ni tendresse, ni patience. Seulement une froide détermination. Et à cet instant précis, j'ai compris quelque chose de profondément troublant. Ce n'était pas simplement une dispute autour d'une maison. Quelque chose en lui avait changé depuis longtemps. Et je ne m'en étais aperçu que trop tard. La dispute ne s'est pas arrêtée ce jour-là. Au contraire, elle est devenue le début d'une tension constante dans la maison. Pendant plusieurs jours, les conversations étaient courtes, froides, pleines de silence lourd. Nicolas revenait souvent sur le même sujet. La maison, les papiers, l'avenir. Chaque fois, je donnais la même réponse. Et chaque fois, je voyais sa patience diminuer un peu plus. Puis un soir, tout a explosé. La pluie tombait dehors, frappant les vitres du salon avec un bruit régulier. Valérien était assis dans son fauteuil, fatigué, et je venais de terminer de ranger la table. Nicolas est entré dans la pièce avec un visage fermé. On doit régler ça maintenant, a-t-il dit d'une voix dure. Je savais exactement de quoi il parlait. J'ai déjà donné ma réponse, ai-je répondu calmement. Ce fut la phrase de trop. Son visage s'est brusquement tendu. Il a fait un pas vers moi, puis un autre. Tu ne comprends donc pas? A-t-il lancé avec colère. Avant que je puisse répondre, il a attrapé mon bras d'un geste brusque. Je n'ai même pas eu le temps de réagir. Il m'a entraîné vers le couloir, où se trouvait la lourde porte en bois menant au sous-sol. Valérien s'est levé péniblement pour me suivre, essayant de comprendre ce qui se passait. Nicolas, arrête, ai-je dit, surprise par la violence soudaine de ses gestes. Mais il ne m'écoutait plus. Ses mouvements étaient rapides, impatients,
presque brutaux. Il a ouvert la porte du sous-sol et nous a poussés vers les premières marches sombres. À cet instant-là, j'ai compris que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Mon propre fils était en train de nous chasser de notre propre maison. Je me suis agrippé au cadre de la porte, essayant de comprendre ce qui se passait. « Nicolas, arrête !» ai-je dit, la voix tremblante. « Tu ne sais même pas ce que tu fais. » Mais il ne m'écoutait plus. Son visage était fermé, presque étranger. Il a poussé la porte du sous-sol plus largement et m'a tiré vers les marches. L'air froid et humide qui montait d'en bas sentait la terre et le bois ancien. Valérien, affaibli, essayait de descendre les marches derrière moi en s'appuyant au mur. « Nicholas !» a murmuré mon mari d'une voix faible. Mais Nicolas n'a même pas tourné la tête. J'ai tenté une dernière fois de le raisonner. « Nous sommes tes parents, » ai-je dit. « Tu ne peux pas nous traiter ainsi. » Pendant un bref instant, j'ai cru voir une hésitation dans ses yeux. Mais elle a disparu aussitôt. Il nous a poussés plus bas dans l'escalier sombre, puis il a reculé d'un pas vers la porte. La lumière du couloir est restée derrière lui, éclairant son visage comme une silhouette dure et immobile. Sans dire un mot de plus, il a refermé la lourde porte en bois. Le bruit du battant résonna dans le sous-sol comme un coup de tonnerre. Une seconde plus tard, j'ai entendu le bruit sec du verrou qui glissait de l'autre côté. Le son était court, mais il m'a traversé comme une lame. Nous étions enfermés. Juste avant que la porte ne se ferme complètement, Nicolas s'est arrêté un instant sur le seuil. La lumière du couloir dessinait sa silhouette sombre dans l'encadrement de la porte. Il nous regardait, moi et son père, debout dans l'escalier du sous-sol, entouré par l'odeur de terre humide et l'ombre froide des murs. Son visage était étrangement calme. Trop calme. Pendant une seconde, j'ai espéré qu'il allait revenir à lui, qu'il allait comprendre ce qu'il était en train de faire. Mais il n'y avait aucune hésitation dans ses yeux. Il nous a observés comme si nous étions déjà des étrangers dans cette maison. Puis il a dit d'une voix basse, presque détachée. « Maintenant, cette maison est à nous. » Le mot nous est resté suspendu dans l'air humide du sous-sol. Il parlait de lui et d'Élise. Comme si son père et moi n'existions déjà plus. Ensuite, il a refermé la porte. Le bruit du bois contre le cadre a résonné lourdement dans l'obscurité. Et lorsque le verrou a glissé de l'autre côté, un silence profond a envahi le sous-sol. Un silence si dense que j'entendais seulement ma propre respiration. Et celle, faible et irrégulière, de mon mari à côté de moi. Pendant quelques instants, je suis resté immobile sur les marches du sous-sol. La porte fermée au-dessus de nous avait laissé passer seulement une fine ligne de lumière qui disparaissait peu à peu. Puis l'obscurité a rempli tout l'espace. L'air était froid et humide. On sentait la terre, les vieilles planches, l'odeur oubliée des choses qu'on ne regarde plus depuis des années. Je pouvais entendre l'eau tomber quelque part dans l'obscurité, goutte après goutte. Chaque bruit semblait plus fort dans ce silence lourd. Valérien s'est appuyé contre le mur pour ne pas perdre l'équilibre. Sa respiration était lente, fatiguée. Je l'ai soutenu par le bras et nous avons descendu encore quelques marches jusqu'au sol de terre battue. Je n'arrivais toujours pas à comprendre ce qui venait de se passer. Mon esprit refusait d'accepter cette réalité. Mon propre fils, celui que j'avais porté, élevé, protégé toute ma vie, venait de nous enfermer comme des étrangers dans notre propre maison. Je me suis assise sur la marche la plus basse. Le froid de la pierre a traversé mes vêtements. Une lourdeur immense s'est installée dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement de la peur. C'était quelque chose de plus profond. Une douleur silencieuse, presque irréelle. Comme si toutes les années de ma vie venaient soudain de se briser en 1000 morceaux autour de moi. Je suis restée assise là, dans l'obscurité, incapable de bouger. Mes mains reposaient sur mes genoux, mais je ne les sentais presque plus tant le froid montait lentement du sol de pierre. Dans ma tête, les souvenirs défilaient les uns après les autres. Les années passées dans cette maison. Les rires dans le jardin. Les soirées d'été où nous restions dehors jusqu'à la tombée de la nuit. Je revoyais Nicolas enfant, courant pieds nus sur l'herbe, appelant « maman », avec cette voix claire qui me faisait toujours sourire. Toutes ces images semblaient soudain appartenir à une autre vie. Une vie qui venait de disparaître en quelques secondes derrière une porte verrouillée. Je levai les yeux vers l'obscurité du plafond. Comme si je pouvais voir à travers les planches la maison au-dessus de nous. La cuisine. Le salon. Le jardin. Tout ce qui avait constitué mon monde pendant 40 ans. Et pour la première fois, une pensée terrible a traversé mon esprit. Peut-être que tout cela était vraiment terminé. Peut-être que toute ma vie venait de s'effondrer en un seul instant.
comme une maison fragile qui disparaît après qu'on a retiré la première pierre. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés ainsi dans l'obscurité. Peut-être quelques minutes. Peut-être beaucoup plus. Le temps semblait s'être arrêté dans ce sous-sol humide. Je regardais simplement le sol devant moi, incapable de penser clairement. Mon esprit était encore prisonnier de cette seule idée. Tout était fini. C'est alors que j'ai senti une légère pression sur mon bras. Valérien s'était rapproché de moi. Sa respiration était lente, mais ses yeux semblaient plus éveillés que je ne les avais vus depuis longtemps. Il s'est penché vers moi, très près, comme s'il craignait que quelqu'un puisse nous entendre. Sa voix était à peine un souffle. « Chat !» a-t-il murmuré doucement. Je l'ai regardé, surprise. Puis il a ajouté, presque imperceptiblement. « Ils ne savent pas ce qu'il y a derrière ce mur. » Pendant un instant, je n'ai pas compris ces paroles. « Quel mur ?» ai-je chuchoté. Mais Valérien n'a pas répondu tout de suite. Il a simplement tourné légèrement la tête vers l'obscurité du sous-sol. Vers le vieux mur de pierre au fond de la pièce. Et dans son regard fatigué, j'ai vu quelque chose que je n'avais plus vu depuis longtemps. Une lueur étrange. Comme le début d'un secret qui venait enfin de se réveiller. Je suis restée silencieuse quelques secondes après ces paroles. Mes yeux se sont tournés vers le mur de pierre au fond du sous-sol. C'était un mur ancien, comme tous les autres ici, construit avec les mêmes blocs rugueux et sombres que le reste des fondations. Je l'avais vu des centaines de fois. Et pourtant, jamais je ne l'avais regardé comme à cet instant. Valérien respirait lentement à côté de moi. Malgré sa faiblesse, je sentais dans sa voix une détermination étrange, presque oubliée. Derrière ce mur, murmura-t-il doucement, il y a quelque chose que mon père m'a montré il y a presque 40 ans. Je l'ai regardé, surprise. 40 ans. Cela voulait dire qu'il connaissait ce secret depuis le début de notre vie dans cette maison. Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ? Ai-je demandé à voix basse. Il a fermé les yeux un instant, comme s'il cherchait la force de parler. Parce que mon père m'avait dit que ce secret ne devait être révélé qu'en dernier recours. Il a marqué une pause, puis a ajouté. Quand tout semblait perdu. Un frisson a parcouru mon dos. Pendant toutes ces années, j'avais cru connaître chaque pièce, chaque mur, chaque recoin de cette maison. Et pourtant, quelque chose avait été caché ici tout ce temps. Quelque chose que même moi, après 40 années passées dans ces murs, je n'avais jamais soupçonné. Nous sommes restés encore un moment immobiles, à écouter. Au-dessus de nos têtes, la maison était silencieuse. Puis, soudain, des pas rapides ont résonné dans le couloir. La porte d'entrée a claqué violemment. Quelques secondes plus tard, le bruit d'un moteur s'est fait entendre à l'extérieur. La voiture s'est éloignée. Ils étaient partis. Le silence est revenu, plus profond encore qu'avant. Valérien a ouvert les yeux et a murmuré. Ils ne reviendront pas tout de suite. Aide-moi à me lever. Je l'ai soutenu doucement. Son corps était faible, mais il semblait guidé par une volonté nouvelle. Nous avons avancé lentement dans le sous-sol sombre. Chaque pas résonnait légèrement sur le sol humide. Valérien s'est dirigé directement vers le vieux mur de pierre que j'avais regardé quelques minutes plus tôt. Arrivé devant, il s'est arrêté. Sa main tremblante a glissé le long des pierres, comme s'il cherchait quelque chose de très précis. Il respirait difficilement, mais son regard restait fixé sur la surface du mur. Puis il a posé sa main sur une pierre légèrement différente des autres. Elle était presque identique aux autres blocs, mais en regardant de plus près, on pouvait voir que ses bords étaient un peu plus lisses. Valérien s'est tourné vers moi et a murmuré. « C'est celle-ci. » Sa voix était faible, mais ferme. Mon père me l'a montrée quand j'avais 18 ans. Il a posé sa main contre la pierre avec lenteur, comme s'il retrouvait un geste oublié depuis des décennies. Il m'a dit que ce secret devait rester caché, sauf si un jour tout venait à s'écrouler. Dans le silence du sous-sol, je regardais cette pierre ordinaire. Et pourtant, à cet instant, j'avais l'impression de regarder une porte vers un passé que je n'avais jamais connu. Valérien a posé sa main tremblante contre la pierre et m'a regardé. « Appuie ici, » murmura-t-il. « Je n'ai plus assez de force. » Je me suis approché du mur. La pierre semblait tout à fait ordinaire. Rugueuse, froide, semblable aux dizaines d'autres blocs qui composaient la fondation de la maison. Pourtant, quand j'ai posé mes doigts dessus et poussé légèrement, la pierre a bougé. Un léger grincement a résonné dans le silence du sous-sol. Le bloc s'est enfoncé de quelques centimètres, révélant une petite cavité sombre derrière le mur. Mon cœur s'est mis à battre plus vite.
Je me suis penchée et j'ai glissé ma main à l'intérieur. Mes doigts ont immédiatement touché quelque chose de froid et de lisse. Du métal. Je l'ai tiré doucement vers moi. C'était une petite boîte métallique, ancienne, un peu ternie par le temps. Une simple boîte rectangulaire, pas plus grande qu'un livre. Je l'ai tenue quelques secondes dans mes mains, comme si j'avais peur de l'ouvrir. 40 ans. Pendant 40 ans, ce secret était resté caché derrière ce mur. Valérien s'est assis lentement sur une marche de l'escalier, épuisé, mais ses yeux restaient fixés sur la boîte. « Oh là !» dit-il doucement. Dans le silence humide du sous-sol, j'ai soulevé lentement le couvercle métallique. À l'intérieur, il n'y avait ni bijoux, ni argent. Seulement quelques feuilles de papier jaunies, soigneusement pliées. Et au moment où je les ai prises entre mes mains, j'ai compris que ce que nous venions de découvrir n'était pas seulement un secret. C'était une vérité capable de changer toute notre vie. Je me suis assise lentement sur la marche froide de l'escalier, la petite boîte métallique posée sur mes genoux. Mes mains tremblaient légèrement. Pendant 40 ans, ce secret était resté caché derrière ce mur, et maintenant il se trouvait devant moi. J'ai soulevé le couvercle avec précaution. Le métal a émis un petit clic sec dans le silence du sous-sol. À l'intérieur, il n'y avait ni bijoux, ni argent, ni objets précieux. Seulement des papiers. Plusieurs documents anciens, soigneusement pliés les uns sur les autres. Le papier était jauni par le temps, fragile comme une feuille d'automne. On voyait immédiatement qu'ils avaient été conservés avec une grande attention. Je les ai pris délicatement entre mes doigts, presque avec respect. Ces documents étaient restés cachés ici pendant des décennies. Personne ne les avait vus. Personne ne savait qu'ils existaient. Le silence du sous-sol semblait encore plus profond tandis que je commençais lentement à déplier la première feuille. Je ne savais pas encore ce que j'allais découvrir. Mais une chose était certaine. Ces papiers n'avaient pas été cachés derrière un mur pendant 40 ans. Sans une raison très importante. Je pris la première feuille avec précaution et je la dépliai lentement. Le papier était si ancien qu'il craquait presque sous mes doigts. La lumière faible du sous-sol rendait les mots difficiles à lire, mais je distinguais clairement l'entête officielle et les tampons d'un ancien registre administratif. C'était un certificat de naissance. Je rapprochai le document de mes yeux et commençai à lire. Date de naissance. Lieu de naissance. Signature d'un officier d'état civil. Tout semblait parfaitement officiel. Puis mon regard s'arrêta sur la ligne la plus importante. Le nom. Et ce nom, je ne l'avais jamais entendu de toute ma vie. Ce n'était pas celui de mon mari. Ce n'était pas celui de sa famille. Ce n'était pas non plus le nom de quelqu'un que je connaissais. Je relus la ligne plusieurs fois, pensant avoir mal vu dans la pénombre. Mais non. Le nom était toujours là, écrit clairement à l'encre sombre. Je levai lentement les yeux vers Valérien. « Qui est cette personne ?» murmurai-je. Il me regarda longuement, avec une expression que je ne parvenais pas à comprendre. Puis il répondit d'une voix calme, presque résignée. « C'est moi. » Je suis resté immobile, le certificat encore entre mes mains. Les mots de Valérien résonnaient dans ma tête. « C'est moi. » Je regardai le document, puis son visage. Et de nouveau le document. Pendant 40 ans, j'avais vécu avec cet homme. Nous avions partagé la même maison, la même table, la même vie. Nous avions élevé notre fils ensemble. Et pourtant, à cet instant, j'avais l'impression de découvrir un inconnu. Je baissai les yeux vers les autres papiers dans la boîte. Il y avait encore plusieurs documents pliés avec soin. Un autre papier officiel. Une lettre ancienne écrite à la main. Un document portant plusieurs signatures et un sceau administratif. Tout cela semblait raconter une histoire. Une histoire que je n'avais jamais entendue. Je levai lentement les yeux vers Valérien. Son regard était calme, mais profondément fatigué. Comme si ce secret avait pesé sur lui pendant toute sa vie. À cet instant, j'ai compris une chose. Le passé de mon mari n'était pas simplement un détail oublié ou une erreur dans un document. C'était un passé bien plus complexe, bien plus lourd que tout ce que j'avais imaginé. Et ce petit paquet de papier jauni contenait probablement une vérité capable de bouleverser toute notre histoire. Je gardais encore le certificat de naissance dans mes mains lorsque Valérien inspira profondément, comme s'il rassemblait le courage nécessaire pour parler. Le silence du sous-sol semblait écouter avec nous. « L'homme que tu as toujours appelé mon père » murmura-t-il lentement. Il marqua une pause, puis continua. « N'était pas mon père biologique. » Je relevai brusquement les yeux vers lui. Pendant toutes ces années, j'avais toujours cru connaître l'histoire de sa famille.
Son père, Étienne Morel, était pour moi un homme respectable, un professeur connu, fier de son fils et de son nom. C'était lui qui avait construit cette maison. C'était lui qui nous avait accueillis après notre mariage. Toute notre vie avait été bâtie autour de cette famille et de ce nom. Et pourtant, Valérien secoua doucement la tête. Il m'a adopté, quand j'étais enfant. Ces mots étaient simples, mais ils semblaient porter le poids de décennies de silence. Je sentis le sol presque disparaître sous mes pieds. Adopté, répétai-je à voix basse. Il hocha lentement la tête. L'homme que tu pensais être mon beau-père était en réalité celui qui m'a sauvé. Ses yeux se posèrent sur les vieux documents dans mes mains. Et tout ce que tu tiens là, ajouta-t-il calmement, raconte l'histoire que j'ai gardée secrète pendant presque toute ma vie. Valérien resta silencieux quelques secondes, comme s'il pesait chacun de ses souvenirs. Puis il reprit la parole d'une voix lente, presque grave. Quand j'étais encore enfant, ma vie était très différente de ce que tu as toujours cru. Il baissa les yeux vers les documents posés sur mes genoux. Mon vrai père était un homme très connu dans son domaine. Un homme brillant, mais aussi un homme qui s'est attiré des ennemis dangereux. Je l'écoutais sans bouger. Chaque mot semblait ouvrir une porte vers un passé que je n'avais jamais soupçonné. Les choses ont mal tourné, continua-t-il doucement. Très mal. Il inspira profondément. Étienne Morel, l'homme que tu as toujours considéré comme mon père, était un ami proche de ma famille. Sa voix devint plus basse. Quand tout s'est effondré autour de nous, il a pris une décision qui a changé toute ma vie. Valérien leva lentement les yeux vers moi. Il m'a adopté. Le silence du sous-sol semblait s'épaissir autour de nous. Il m'a donné son nom. Poursuivit-il. Pas seulement pour m'offrir une nouvelle famille. Il marqua une pause, puis ajouta avec gravité. Mais surtout pour me protéger d'un passé qui pouvait être très dangereux pour moi. Je suis restée silencieuse longtemps après ces paroles. Le certificat de naissance reposait toujours entre mes mains, mais maintenant je le regardais autrement. Ce n'était plus simplement un document ancien. C'était la preuve que toute l'histoire que je croyais connaître n'était qu'une partie de la vérité. Pendant 40 ans, j'avais vécu dans cette maison en pensant comprendre l'origine de notre famille. Le nom. La reputation. Le passé de ceux qui nous avaient précédés. Tout cela me semblait solide, immuable, comme les fondations même de la maison. Mais à présent, ces fondations révélaient une autre réalité. Une réalité cachée derrière un mur, exactement comme cette boîte métallique. Valérien me regardait en silence. Je voyais dans ses yeux une fatigue profonde, mais aussi un étrange soulagement. Comme si ce secret, gardé pendant toute une vie, cessait enfin de peser sur ses épaules. Je baissai de nouveau les yeux vers les documents. Tout ce que notre fils croyait être son héritage, tout ce dont il était si fier, reposait en réalité sur une vérité que personne ne connaissait. Une vérité soigneusement cachée depuis des décennies. Et à cet instant, j'ai compris que toute l'histoire de notre famille reposait sur ce secret silencieux que personne n'avait jamais osé révéler. Je suis resté longtemps à regarder les documents posés devant moi. Dans le silence du sous-sol, une pensée s'est imposée à moi avec une clarté glaciale. Notre fils, Julian, avait bâti toute sa vie sur ce nom. Le nom des Morel. Depuis toujours, il en parlait avec fierté. Il évoquait son grand-père avec admiration. Il répétait souvent que cette famille avait une histoire, une réputation, un prestige. C'était ce nom qui lui avait ouvert des portes. Ce nom qui lui avait donné de l'influence dans son travail. Ce nom qu'il utilisait pour impressionner les autres. Je me souvenais encore de toutes les fois où il disait avec assurance. Dans la famille Morel, nous avons toujours eu une certaine réputation. Mais maintenant, je regardais les papiers entre mes mains et je comprenais quelque chose de terrible. Toute cette réputation, tout ce prestige, toute cette fierté, reposait sur une vérité que Julien ignorait complètement. Il avait construit sa vie entière sur ce nom, sans savoir que ce nom n'était peut-être pas vraiment le sien. Je restais immobile, les doigts posés sur les papiers jaunis. Une autre pensée, plus froide encore, commença à se former dans mon esprit. Si cette vérité sortait un jour de l'ombre, tout pourrait changer. Julien avait construit sa réputation avec soin. Son travail, ses relations, sa position dans la société, tout reposait en grande partie sur le prestige du nom qu'il portait. Il aimait rappeler l'histoire de la famille. Le respect associé à ce nom. La place qu'il pensait avoir héritée naturellement. Mais ces documents racontaient une autre histoire. Une histoire que personne ne connaissait. Je levai les yeux vers Valérien.
S'il découvrait cela, murmuraille. Il comprit immédiatement ce que je voulais dire. Dans certains cercles, les apparences comptaient énormément. Les origines, les familles, les noms, tout cela formait un équilibre fragile. Et si cet équilibre venait à se briser? Le statut social que Julien avait mis tant d'années à construire pourrait s'effondrer du jour au lendemain. Comme une façade élégante qui s'écroule lorsqu'on découvre que les fondations étaient différentes de ce que tout le monde croyait. Je regardais encore une fois les documents posés sur mes genoux. Pendant un instant, je ne pensais plus au passé. Je pensais à ce qui venait de se produire. À la porte du sous-sol qui s'était refermée derrière nous. À la voix froide de mon propre fils déclarant que cette maison lui appartenait désormais. Une douleur sourde traversa ma poitrine. Mais cette douleur fut rapidement remplacée par autre chose. Une pensée nouvelle. Je reposai lentement le certificat dans la boîte métallique. Et soudain, je compris. Ce secret que Valérien avait gardé pendant 40 ans n'était pas seulement un souvenir du passé. C'était aussi une vérité capable de changer l'avenir. Julien ignorait tout de ces documents. Il ignorait l'existence de cette boîte. Il ignorait surtout ce que cette vérité pouvait signifier pour lui. Je levai les yeux vers le vieux mur de pierre. Pendant des décennies, ce secret avait dormi derrière ces pierres, silencieux, invisible. Mais maintenant, il était entre mes mains. Et pour la première fois depuis que la porte du sous-sol s'était refermée derrière nous, je compris que nous n'étions peut-être pas aussi impuissants que je l'avais cru. Ce secret pouvait devenir une protection. Une protection que notre fils n'avait jamais imaginée. Je suis restée longtemps silencieuse dans le sous-sol, les mains posées sur la petite boîte métallique. Quelques minutes plus tôt, je me sentais brisée. La porte verrouillée. Les paroles froides de mon fils. La sensation que toute ma vie venait d'être détruite. J'avais cru que tout était terminé. Mais maintenant, quelque chose avait changé en moi. Je regardais les documents une dernière fois, puis je refermais doucement la boîte. Un calme étrange commençait à remplacer la douleur. Je repensais à tout ce qui venait de se passer. À la manière dont Julien nous avait poussés dans ce sous-sol. À son regard dur. À ces mots qui résonnaient encore dans ma mémoire. Maintenant, cette maison est à nous. Pendant quelques minutes, j'avais vraiment cru être une vieille femme abandonnée, enfermée dans l'obscurité par son propre enfant. Une victime. Mais en regardant cette boîte, je compris que cette image n'était plus vraie. La vérité avait changé l'équilibre. Je n'étais plus simplement la mère humiliée qu'on pouvait effacer de sa propre maison. Quelque chose s'était réveillé en moi. Et pour la première fois depuis longtemps, je cessais de me sentir victime. Je me suis levée lentement, tenant toujours la petite boîte métallique contre moi. Le sous-sol était toujours froid et sombre, mais je ne ressentais plus le même poids qu'au moment où la porte s'était refermée derrière nous. Quelque chose avait changé. Pendant trop longtemps, j'avais accepté le silence, les remarques blessantes, les décisions prises à ma place. J'avais pensé qu'une mère devait toujours comprendre, toujours pardonner, toujours supporter. Mais ce soir-là, dans ce sous-sol, je comprenais enfin que certaines limites ne pouvaient pas être franchies. Cette maison n'était pas seulement un bâtiment. Chaque pierre portait une part de ma vie. Chaque pièce gardait un souvenir. J'avais élevé mon fils ici. J'avais partagé 40 années avec mon mari entre ces murs. Et maintenant, quelqu'un pensait pouvoir m'en arracher comme si je n'avais jamais existé. Je regardais la boîte une dernière fois. Le secret qu'elle contenait n'était pas seulement une vérité sur le passé. C'était aussi une force que je n'avais jamais imaginé posséder. À cet instant précis, une décision claire se forma dans mon esprit. Je ne fuirai pas. Je ne me tairai plus. Je défendrai cette maison. Et surtout, je défendrai ma dignité. Je suis resté un moment debout dans le sous-sol, la boîte serrée contre moi. Le silence autour de nous était profond, presque irréel. Mais dans mon esprit, les pensées commençaient à s'ordonner avec une clarté que je n'avais plus ressentie depuis longtemps. Pendant des années, j'avais vécu simplement, sans chercher à calculer quoi que ce soit. J'avais toujours cru que les choses importantes étaient la famille, la loyauté, la confiance. Mais ce soir-là, ces certitudes venaient de se briser. Je regardais les papiers une nouvelle fois. Cette vérité, ce passé caché, pouvait changer beaucoup de choses. Mais une vérité n'est pas une arme qu'on utilise sans réfléchir. Je savais que chaque décision prise à partir de maintenant aurait des conséquences. Pour moi, pour Valérien, et même pour Julien. Je refermai soigneusement la boîte et la tins quelques secondes dans mes mains. Puis je compris une chose essentielle. Je ne devais pas agir sous le coup de la colère ou de la douleur.
Si cette vérité devait être utilisée, elle devrait l'être avec intelligence. Alors, dans le silence du sous-sol, je commençai à réfléchir calmement à la meilleure manière d'utiliser ce secret. Non pas pour détruire, mais pour protéger ce qui restait de ma vie. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une sensation étrange. La maison était silencieuse, mais ce silence n'était plus celui de la veille. Ce n'était plus le silence d'une femme brisée. C'était celui de quelqu'un qui avait pris une décision. Je préparais le petit déjeuner pour Valérien comme d'habitude. Je bougeais calmement dans la cuisine, comme si rien n'avait changé. Julien et sa femme étaient à l'étage. Je pouvais entendre leurs pas, leurs voix étouffées. Ils pensaient sûrement que je m'étais résignée, qu'après la nuit passée dans le sous-sol, je n'avais plus la force de résister. Ils se trompaient. Après avoir aidé Valérien à s'installer confortablement dans sa chambre, je pris mon manteau et mon sac. À l'intérieur de mon sac, soigneusement enveloppé dans un tissu, se trouvait la petite boîte métallique. Je connaissais déjà la prochaine étape. Quelques années plus tôt, j'avais lu un article dans un journal local. On y parlait d'une avocate très respectée, connue pour sa rigueur et sa détermination dans les affaires familiales complexes. Une femme qui ne craignait pas les situations difficiles. Son nom était Maître Claire Delorme. Je pris le téléphone et composai le numéro de son cabinet. Quand sa secrétaire répondit, ma voix était calme. « Bonjour. Je m'appelle Roxane Morel. J'aimerais prendre rendez-vous avec Maître Delorme. C'est une affaire urgente et très importante pour ma famille. » Quelques heures plus tard, je me trouvais dans le bureau de Maître Claire Delorme. La pièce était calme, lumineuse, avec de grandes étagères remplies de dossiers parfaitement rangés. Tout respirait l'ordre et la précision. L'avocate était assise en face de moi, attentive, les mains posées calmement sur son bureau. Son regard était sérieux, mais pas froid. Je lui avais d'abord raconté ce qui s'était passé dans la maison. Les tensions avec mon fils. La dispute. La nuit passée enfermée dans le sous-sol. Elle m'avait écouté sans m'interrompre. Quand j'eus terminé, je pris mon sac et en sortis la petite boîte métallique. Je la posai doucement sur le bureau. J'ai découvert ceci hier soir, dis-je simplement. Maître Delorme observa la boîte quelques secondes, intrigué. Je l'ouvris lentement et sortis les papiers jaunis. Le certificat de naissance. Le document d'adoption. La lettre ancienne. Je les déposai un à un devant elle. Elle ajusta ses lunettes et commença à les lire attentivement. Le silence s'installa dans la pièce pendant qu'elle parcourait chaque ligne, chaque signature, chaque détail. Plus elle avançait dans les documents, plus son expression changeait. Quand elle releva enfin les yeux vers moi, son regard n'était plus seulement celui d'une avocate attentive. Il y avait maintenant dans ses yeux quelque chose d'autre. Une concentration intense. Comme si elle venait de comprendre que ces vieux papiers pouvaient changer complètement l'histoire de cette affaire. Maître Delorme resta silencieuse quelques instants après avoir terminé de lire les documents. Elle les relut même une seconde fois, plus lentement, comme si elle voulait être absolument certaine de ce qu'elle avait sous les yeux. Je l'observais sans dire un mot. Dans son métier, elle devait voir toutes sortes d'histoires familiales compliquées. Pourtant, je pouvais voir à son expression que ces papiers n'étaient pas ordinaires. Finalement, elle retira ses lunettes et les posa sur le bureau. Son regard se fixa sur moi avec une intensité nouvelle. « Madame Morel », dit-elle calmement. Elle marqua une courte pause. « Vous réalisez l'importance de ce que vous avez découvert. » I restai silenciosa. Elle posa doucement la main sur les documents. « Ces papiers ne racontent pas seulement une histoire de famille. » Continua-t-elle. « Ils prouvent l'existence d'une vérité que personne ne connaît, et qui pourrait changer complètement la position de votre fils dans cette affaire. » Sa voix était toujours calme, mais maintenant je sentais la fermeté professionnelle derrière chaque mot. Dans certains cas, ajouta-t-elle lentement, une information comme celle-ci peut devenir décisive. Elle referma soigneusement les documents et me regarda de nouveau. À cet instant précis, je compris que nous pensions toutes les deux à la même chose. Cette découverte n'était pas simplement un secret du passé. C'était une pièce maîtresse dans un jeu que mon fils n'avait jamais imaginé devoir jouer. Quelques jours plus tard, une rencontre familiale fut organisée. L'idée venait de mon fils. Il avait annoncé d'un ton ferme qu'il était temps de régler définitivement la situation. La réunion devait avoir lieu dans l'appartement qu'il possédait en ville, un grand salon moderne où il aimait recevoir ses relations professionnelles et certains membres de la famille. Lorsque j'y arrivai avec Maître Delorme, la pièce était déjà remplie. Plusieurs proches étaient présents.
des membres éloignés de la famille, et quelques partenaires d'affaires de Julien, que je n'avais rencontrés que rarement. L'atmosphère était lourde, chargée d'attente et de curiosité. Julien se tenait au centre de la pièce, droit et sûr de lui, comme s'il était déjà certain de l'issue de cette réunion. Sa femme, Élodie, se tenait à ses côtés, les bras croisés, observant chacun avec une expression de froide assurance. Quand nous sommes entrés dans la pièce, plusieurs regards se sont tournés vers moi. Certains semblaient compatissants, d'autres simplement curieux. Pour eux, je devais être une vieille mère obstinée qui refusait d'accepter la réalité. Mais ils ne savaient pas ce que je savais désormais. Je m'assis calmement sur la chaise que l'on m'avait préparée. À côté de moi, Maître Delorme posa son dossier sur la table avec un calme parfait. Julien prit alors la parole d'une voix forte, comme s'il présidait une réunion importante. « Nous sommes réunis aujourd'hui, » déclara-t-il, « pour mettre fin à un malentendu concernant la maison familiale. » Il parlait avec assurance. Mais au fond de moi, je savais déjà une chose. Ce qu'il appelait un simple malentendu allait bientôt devenir une confrontation qu'il n'avait jamais prévue. Julien prit la parole avec un calme soigneusement contrôlé. Il se tenait droit au milieu de la pièce, les mains posées sur le dossier d'une chaise, comme s'il voulait montrer qu'il maîtrisait parfaitement la situation. « Merci à tous d'être venus », commença-t-il d'un ton grave. Il expliqua que la réunion avait été organisée pour clarifier certains malentendus familiaux concernant la maison. Au début, ces mots semblaient raisonnables. Il parlait de responsabilité, de protection de la famille, de décisions difficiles à prendre pour l'avenir. Puis, peu à peu, son discours prit une autre direction. Il tourna légèrement la tête vers moi. « Ma mère traverse une période compliquée, » dit-il avec une expression de tristesse étudiée. Plusieurs personnes dans la pièce se tournèrent vers moi. Julien continua d'une voix douce, presque compatissante. « Après la maladie de mon père, elle a été très affectée. C'est compréhensible, mais ces derniers temps elle semble parfois confuse. Y resta immobile. Elle prend certaines décisions impulsives, ajouta-t-il. Et malheureusement certaines personnes. » Il lança un regard rapide vers Maître Delorme. Eux profitent de cette situation pour lui donner de mauvais conseils. Un léger murmure parcourut la pièce. Julien soupira, comme un homme accablé par une situation douloureuse. « Je ne veux que protéger ma mère, » conclut-il, « et éviter qu'elle ne fasse des choix qu'elle pourrait regretter. » Ses paroles étaient habiles. Il ne m'accusait pas directement. Mais il tentait clairement de me présenter comme une femme fragile, perdue, incapable de comprendre ce qui se passait réellement. Je le regardais en silence. Et pour la première fois depuis longtemps, je compris que mon fils ne savait absolument pas à qui il s'adressait réellement. Lorsque Julien termina son discours, un silence pesant s'installa dans la pièce. Plusieurs personnes semblaient déjà convaincues par ses paroles. Certaines hochaient lentement la tête, comme si l'histoire d'une mère devenue fragile leur paraissait plausible. Julien jeta un regard satisfait autour de lui. C'est alors que Maître Delorme se leva calmement. Sans élever la voix, elle posa son dossier sur la table au centre de la pièce et l'ouvrit avec précision. « Puisque nous parlons de faits, » dit-elle d'un ton parfaitement posé, « il serait peut-être utile d'examiner certains documents. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle sortit plusieurs feuilles soigneusement protégées et les posa sur la table. Le certificat de naissance, le document d'adoption, la lettre ancienne. Ces documents, continua-t-elle, appartiennent aux archives familiales de Madame Morel. Julien fronça légèrement les sourcils. Au début, il semblait simplement agacé. Mais à mesure que les personnes autour de la table commençaient à lire les papiers, l'atmosphère changea. Les murmures remplacèrent le silence. Certains se regardaient avec surprise. D'autres relisaient les lignes plusieurs fois. Je vis la couleur disparaître lentement du visage de mon fils. Car ces documents révélaient quelque chose que personne dans cette pièce n'avait jamais imaginé. Une vérité ancienne. Une vérité soigneusement cachée pendant des décennies. Et cette vérité était en train d'apparaître au grand jour. Exactement au moment où Julien pensait avoir gagné la partie. La pièce était devenue silencieuse. Les documents reposaient sur la table, et plusieurs personnes les regardaient encore avec étonnement. Maître Delorme prit alors la parole, calmement, comme quelqu'un qui explique simplement des faits. Ces documents racontent l'origine réelle de l'histoire familiale, dit-elle. Elle prit la lettre ancienne et la posa au centre de la table. Il y a plusieurs décennies, Étienne Morel a adopté un jeune garçon dont la famille traversait une situation extrêmement dangereuse.
Les regards se tournèrent instinctivement vers moi, puis vers Valérien, qui était resté assis silencieusement près du mur. Cet homme, continua l'avocate, a décidé de lui donner son nom pour lui offrir une nouvelle vie et le protéger d'un passé qui aurait pu le poursuivre toute sa vie. Elle marqua une pause. Ce garçon est devenu plus tard Valérien Morel. Un murmure parcourut la pièce. Certaines personnes échangeaient déjà des regards surpris. Maître Delorme continua avec le même calme. La famille que vous connaissez aujourd'hui s'est donc construite non seulement sur un nom, mais sur un acte de protection et de générosité. Elle posa doucement la lettre à côté des autres documents. Ce sont ces papiers qui racontent la véritable histoire de cette famille. Je regardais les visages autour de la table. Beaucoup semblaient stupéfaits. D'autres tentaient encore de comprendre ce qu'ils venaient d'entendre. Mais une chose était claire. La vérité que personne n'attendait venait d'être révélée. Et elle changeait complètement la manière dont toute cette histoire pouvait être comprise. Le silence qui suivit fut encore plus lourd. Les regards passaient des documents posés sur la table, au visage de Julien. Maître Delorme ne se rassit pas. Elle ouvrit simplement une autre chemise dans son dossier. Il y a cependant un second point qui doit être clarifié, dit-elle avec la même voix calme. Elle sortit un autre document et le posa à côté des premiers. Il y a quelques semaines, un document a été présenté comme une preuve que la maison familiale avait été transférée au nom de M. Julien Morel. Plusieurs personnes se penchèrent pour regarder. Julien se redressa brusquement. Mais l'avocate poursuivit sans hésiter. Après vérification, ce document s'est révélé être une falsification. Un murmure parcourut immédiatement la pièce. La signature de Madame Roxane Morel n'est pas authentique, expliqua-t-elle. Et le nom du notaire mentionné dans cet acte correspond à une personne décédée depuis plusieurs années. Les regards changèrent aussitôt. Quelques minutes plus tôt, Julien apparaissait encore comme le fils inquiet pour sa mère. Maintenant, une autre image commençait à se former. L'image d'un homme qui avait tenté de s'approprier la maison familiale par un document falsifié. Julien ouvrit la bouche comme pour protester, mais aucun mot ne sortit. Autour de la table, plusieurs personnes échangèrent des regards graves. Et pour la première fois depuis le début de la réunion, il devenait évident pour tous que cette histoire ne concernait pas une mère confuse, mais bien une tentative calculée de s'emparer de ce qui ne lui appartenait pas. La pièce resta silencieuse pendant plusieurs secondes. Personne ne parlait. Les documents étaient toujours posés sur la table, et chacun semblait comprendre peu à peu ce que tout cela signifiait. Julien, qui quelques minutes plus tôt se tenait au centre de la pièce avec assurance, ne paraissait plus aussi sûr de lui. Les regards autour de lui avaient changé. Certains étaient devenus méfiants. D'autres franchement déçus. Un de ses partenaires d'affaires, assis près de la fenêtre, replia lentement les documents qu'il venait de lire et les reposa sur la table sans un mot. Une autre personne secoua la tête en silence. Pendant des années, Julien avait construit une image solide. Un homme respecté. Un héritier d'une famille honorable. Quelqu'un qui portait avec fierté un nom ancien et prestigieux. Mais maintenant, cette image commençait à se fissurer. Les faits parlaient d'eux-mêmes. La tentative de s'approprier la maison. Le document falsifié. Et cette vérité inattendue sur l'histoire de la famille. Tout ce qui semblait autrefois évident devenait soudain incertain. Je regardais mon fils. Il restait immobile, comme si le sol venait de disparaître sous ses pieds. Et dans ce silence chargé de regards et de pensées, l'image qu'il avait patiemment construite pendant des années. Common Cake Lentaiment. À s'effondrer. Les semaines qui suivirent furent étrangement calmes. Après cette réunion, beaucoup de choses changèrent rapidement. La situation juridique autour de la maison fut clarifiée sans difficulté. Les documents authentiques confirmaient ce que j'avais toujours su au fond de moi, la maison m'appartenait. Personne ne contesta cette réalité. Julien et sa femme quittèrent la maison peu de temps après. Le départ se fit sans éclat, sans dispute. Simplement un matin où leurs valises disparurent de l'entrée et où le silence revint dans les pièces. Un silence différent de celui que j'avais connu auparavant. Cette fois, il n'était pas lourd. Il était paisible. Je recommençais à marcher dans les pièces de la maison comme autrefois. La cuisine baignait de lumière le matin. Le jardin respirait doucement sous les arbres anciens. Chaque endroit me rappelait les années passées ici. Mais maintenant, il n'y avait plus de tension, plus de regards froids, plus de murmures derrière les portes. Je compris alors quelque chose de simple mais profondément vrai. Je n'avais pas seulement récupéré ma maison. J'avais retrouvé la paix. Les jours passaient lentement, et la maison retrouvait peu à peu son rythme d'autrefois.
Je m'asseyais souvent près de la fenêtre du salon, là où la lumière de l'après-midi entrait doucement dans la pièce. De cet endroit, je pouvais voir le jardin, les vieux arbres, et le chemin que j'avais tant de fois parcouru au fil des années. Je repensais à tout ce qui s'était passé. À la colère. À la trahison. Au secret resté caché pendant si longtemps. Pendant un moment, j'avais cru que toute cette histoire concernait une maison, un héritage, des murs construits par le passé. Mais avec le temps, je compris que la véritable question n'avait jamais été la propriété. Une maison peut être perdue. Un nom peut être oublié. Un héritage peut disparaître. Mais certaines choses ne peuvent pas être remplacées. La dignité. La vérité. Le respect que l'on se doit à soi-même. C'est cela que j'avais finalement défendu. Et en regardant le jardin silencieux devant moi, je compris une chose essentielle. La dignité et la vérité valent bien plus que n'importe quel héritage. Un soir d'automne, je suis descendu dans le jardin. L'air était frais, et les feuilles des arbres tombaient lentement sur l'herbe humide. Je marchais doucement entre les allées que je connaissais depuis tant d'années. La maison derrière moi était silencieuse. Paisible. Plus personne ne parlait de rénovations imposées. Plus personne ne me regardait comme si je n'étais qu'une présence inutile dans ma propre maison. Je levai les yeux vers les fenêtres éclairées du salon. Pendant longtemps, j'avais vécu pour les autres. Pour mon mari. Pour mon fils. Pour une famille que je pensais devoir protéger à tout prix. Mais la vie m'avait appris quelque chose d'essentiel. Parfois, pour préserver ce qui est juste, il faut avoir le courage de dire non. Je respirais profondément l'air frais du soir. Pour la première fois depuis très longtemps, je ne ressentais ni colère ni tristesse. Seulement une sensation calme, presque nouvelle. La sensation d'être enfin à ma place. Dans ma maison. Dans ma vie. Et en regardant le jardin plongé dans la lumière douce du crépuscule, je compris que pour la première fois depuis des années, je me sentais réellement libre.